parler d'abord pour Paris sans tabac, donc une association qui s'occupe surtout des enfants des écoles à Paris, qui est dite depuis 1991. Donc on a répondu aux questions les mêmes tous. En gros, c'est oui avec des bémols pour les 4 premières questions. Et sur les cigarettes produits de tabac, là, je vais vous répondre en détail après. Et interdire de vapoter dans les lieux publics de travail. Ma position personnelle, c'est plutôt qu'il faut interdire, mais on peut discuter de certaines choses, entre guillemets, en sachant que ce n'est pas un risque sanitaire, on est dans des risques d'exemplarité. Quoique quand on est dans les concentrations de vapeur qu'il y a dans la cour juste devant, on peut se demander à quel niveau on arrive, dans un endroit où c'est interdit de vapoter. Et la publicité et l'information, qui sont deux choses différentes. Là, j'ai mis oui, mais comme Paris sans tabac, on n'a pas tellement de données là-dessus, parce qu'on est pour l'interdiction de vente aux mineurs, en particulier aux moins de 18 ans, comme le tabac, comme l'alcool, que ce soit sur la même règle. Donc on ne va pas faire de publicité pour acheter de l'alcool avant 18 ans, pour acheter du tabac avant 18 ans. Donc là, je vous donne des données de l'enquête de Paris sans tabac. C'est une enquête qui est faite depuis 1991. 2% des classes de Paris sont tirées au sort sur le constat de rentrée de l'académie. Donc il y a 188 000 élèves à Paris dans 6 000 et je ne sais plus combien de classes. On tire au sort en respectant public et sous contrat et le nombre de 6e, 5e, 4e, etc. On regroupe les plus jeunes dans les 12 ans et les plus vieux dans les 19 ans, mais on a à peu près la même population dans chaque groupe. Donc voilà ce qui se passe sur la cigarette électronique, la question qu'on a introduite donc en 2002. La première année, on avait juste « est-ce que vous avez expérimenté ?» Donc j'ai des réponses que là-dessus. La deuxième année, on a rajouté d'autres questions. Expérimenter et user ces 30 derniers jours. Et puis maintenant, on a des questions sur la nicotine utilisée dans les liquides. On voit que sur l'expérimentation, il y a une énorme montée. Et là, je suis chez les non-fumeurs. Hack McNeil nous disait qu'elle avait en 2013 à peu près 4-5% des jeunes qui avaient utilisé la cigarette électronique. Là, on est à 24%. Donc 24% des jeunes parisiens ont essayé la cigarette électronique alors qu'ils se disent « je ne suis pas fumeur ». Donc c'est un chiffre important et un chiffre qui est en plateau. Si on prend les fumeurs occasionnels, là encore, ça a monté massivement, mais là encore, on arrive à un plateau aux alentours de 80%. Et chez les fumeurs, on arrive à un plateau au-dessus de 90%. C'est-à-dire 90% des jeunes fumeurs ont essayé la cigarette électronique. Et la chose qui continue à monter, et c'est plutôt rassurant, c'est les ex-fumeurs. De plus en plus d'ex-fumeurs, maintenant, me disent « je suis ex-fumeur et j'ai essayé la cigarette électronique ». Je ne fais aucun lien de causalité entre l'un et l'autre, mais je constate ça. Donc, il y a une augmentation. Ce qu'on voit, c'est que... Alors là, j'ai marqué 28, parce que c'est ma vieille diapo. Là, c'est en fait 25%. Je n'avais pas bien intégré les 2016. Et 25% des expérimentateurs l'ont utilisé ces 30 derniers jours. Alors que pour le tabac, quand je mesure le nombre d'expérimentateurs de tabac, avez-vous essayé de fumer une fois et êtes-vous fumeur occasionnel ou régulier, c'est 50%. Pour la cigarette électronique, c'est un quart, c'est pas la moitié. Donc il y a moins de passage à l'utilisation régulière. Et les données là qui sont juste sur les 2 dernières années qui sont intéressantes, c'est est-ce que vous essayez du liquide sans nicotine? Et on voit que le trait là, c'est les 50%. Donc les fumeurs, il n'y a que 23% qui prennent du liquide sans nicotine, mais c'est pas nul, hein. Chez les adultes, là, les ventes de e-liquide sans nicotine, c'est vraiment peanuts. Là, on a 23%. Et chez tous ceux qui sont non-fumeurs, fumeurs occasionnels et ex-fumeurs, c'est la majorité utilise des liquides sans nicotine. Et quand on regarde les taux de nicotine utilisés, c'est pratiquement toujours inférieur à 1%, inférieur à 10 mg par millilitre, sauf 3 exceptions. Alors ça, c'est pour la cigarette électronique. Donc la cigarette électronique monte, ça fait peur. Et moi, jusqu'en 2013-2014, j'avais un peu peur que ce soit un produit d'entrée. Voilà ce qu'on observe chez les 12-15 ans. Chez les 2013-2015, chez les 12-15 ans, on passe de 15,5% de fumeurs, exclusifs ou non, à 7%. C'est une telle baisse, on l'avait vu au moment du premier plan cancer en France, en 2002-2003, il y avait une baisse, puis ça avait un peu remonté depuis. Là, on était stable depuis 2007 à 2013, ça n'avait pas bougé. Et alors que le nombre de vapoteurs, le mois dernier, donc le vapoteur régulier, lui aussi est stable et on reste aux alentours de 4%. Donc on passe de cette situation-là où il y en a 82,6% qui n'ont rien consommé à cette situation-là où j'en ai 90%
qui n'ont pas consommé. Donc tout se passe comme si, chez ces plus jeunes, la cigarette électronique n'était pas, sur le plan massif, je ne parle pas sur le plan individuel, une porte d'entrée, mais apparaissait comme un concurrent. Et quand on discute avec les jeunes, avant, ils avaient le tabac, puis ils n'avaient pas de comparateur. Et c'était tellement mauvais le tabac qu'on n'en parlait pas, puis qu'on dit que ça tue tout le monde. En plus, ils s'en fichent quand ils ont leur âge. Alors que là, ils ont un produit qui ressemble un petit peu quand même, pas trop, mais un petit peu, et ils font la comparaison. Donc pour l'instant, ces données sont tout à fait compatibles avec les données publiées aux États-Unis et en Angleterre. De plus en plus de vapoteurs, mais pas d'effet sur une augmentation et même une baisse du tabagisme. Chez les 16-19 ans, on a un taux de fumeurs qui est passé de 39,5 à 29%, et là encore, un taux de vapotage dans le mois dernier qui est le double. Là, on est en gros à 4%, on est à 8%, mais qui n'est pas très élevé. Et le nombre de bleus ici, donc ceux qui n'ont rien, et qui étaient de 59, passe à 68. Donc, je pense qu'il faut il faut dire aux jeunes de ne pas vapoter, il faut leur interdire. Les boutiques font leur boulot et ne vendent pas aux jeunes, mais on sait qu'on leur dit qu'il ne faut pas prendre de cannabis, de tabac et d'alcool et ils mettent une capote et qu'ils font rien. Mais il faut continuer à le faire, mais ne pas être paniqué et les suivre de façon relativement intelligente sur les produits. Voilà. Donc, ce que j'ai à dire sur Paris. Donc, pour moi, ça n'apparaît pas, j'ai pas d'évidence que la cigarette électronique soit une porte d'entrée plus importante qu'elle est une porte de pas entrée. Alors, sur le plan individuel, c'est tout à fait sûr qu'on trouvera un individu qui a commencé à fumer parce qu'il a vapoté, mais s'il y en a 10 qui n'ont pas commencé à fumer parce qu'il y avait un produit de concurrence, là, j'ai pas mis les chiffres, mais c'est assez intéressant. La chicha qui avait beaucoup augmenté il y a quelques années s'effondre encore beaucoup plus que le tabac. C'est-à-dire que ce produit un peu, marrant à prendre pour jouer diminue. Je n'ai pas mis les données non plus, mais les parfums utilisés, c'est pommes, tabac et menthe, hein, c'est banal. Chez les nouveaux qui essayent, et après chez ceux qui utilisent pas mal, là on trouve des barbes à papa et des choses, des parfums complexes. Parfait. Une diapo parce que Anne Born n'a pas pu venir et elle s'en excuse infiniment et elle est tout à fait pour le produit. Le RESPAD est beaucoup plus pour le produit que moi. Moi, je suis un peu plus prudent. Le RESPAD est moins prudent globalement. Donc, c'est oui pour tout. C'est pas un produit d'entrée dans le tabac. Et sur l'interdiction, ils sont pour une interdiction plus raisonnée, en particulier dans les hôpitaux. Ils sont en discussion de faire une charte comment, en soins palliatifs, en certains services de psychiatrie, etc., voir si on peut laisser ou pas utiliser la vape. Et sur la publicité, ils veulent des règles. La publicité à la télé, ça énerve tout le monde, mais de l'information sur le produit n'énerve pas du tout le RESPAD et un peu moins le RESPAD que moi. Mais je ne suis que vice-président, donc j'écoute ma présidente avec attention. Merci. Donc, il n'est pas interdit d'interdire. Très bien. Sur la nécessité ou pas de basculer d'emblée maintenant dans un vrai débat politique sur ce sujet, oui ou non? Non, débat politique. Pour moi, il y a deux problèmes. Il y a la cigarette électronique en elle-même pour les fumeurs et tout ça. Moi, je pense que la messe est dite... Enfin, la messe, je ne sais pas, il faut dire ça ici. Grégoire a dit l'abbé Grégoire a dit que c'était établi et que le décret de l'an 2 avait dit que c'était un bon produit pour les fumeurs et sans limitation. La discussion qui reste, c'est quelle est la place du produit dans la société et qu'est-ce qu'on peut faire. Et si on peut l'utiliser, la recommander pour les fumeurs, c'est parce que le risque du tabac est tellement énorme que face à ce risque, on ne prend pas beaucoup de risques en faisant l'hypothèse. Mais après, quand on arrive à des moins et puis des jeunes qui commencent, etc., moi, les études prospectives d'Yvan Berlin, moi j'en rêve, hein, ou de Coac McNeil pourrait faire avec les Anglais qui ont plein de sous, et surtout qui vont quitter l'Europe, donc ils ont encore plus de sous. Je suis obligé d'interrompre ce commentaire, s'il vous plaît. Nous ne parlerons pas du Brexit. William Lowenstein, vous avez la parole. Est-ce que, à l'heure actuelle, en ton âme et conscience et science de médecin,
Bertrand, tu conseillerais aux médecins sur le terrain de recommander donc la cigarette électronique à leurs patients fumeurs quand ils viennent en consultation, et ce, quelle que soit la spécialité. Est-ce que le médecin doit avoir une ISIC sur son bureau ? Alors, on avait fait avec du temps de feu OFT des recommandations qui ont été publiées en 2014 dans la revue des maladies respiratoires sur l'arrêt du tabac à l'heure de la cigarette électronique. On a refait les recommandations qui ont été publiées en français et en anglais dans le mois qui suit, dans la revue des maladies respiratoires en accès libre. Et il y a toutes les recommandations pour les médecins. Comment faire avec quelqu'un qui veut arrêter, qui n'arrive pas, qui a commencé à arrêter et à qui il faut mettre des patchs, un petit peu comme on a vu les recommandations qu'a données Anne McNeil pour les Anglais. C'est pour les médecins pragmatiques, en sachant que quand on parle comme médecin, on parle avec une attitude un peu différente que quand on parle comme utilisateur ou autre chose. C'est-à-dire que c'est normal dans un débat où il y a de l'incertitude que la gestion de l'incertitude par un médecin qui pense un peu plus au risque soit différente de la gestion de l'incertitude par une association de patients ou de défenseurs et voire par le gouvernement qui, lui, est obligé d'être très prudent. Donc il faut la force de la cigarette électronique, c'est la société civile qui est forte et qui doit pousser, qui doit être leader, parce que là on est en prise de risque. Quand c'est une prise de risque avec les patients, les utilisateurs qui demandent la prise de risque, qui l'assument, etc. Les politiques sont un petit peu à l'abri et se mettent derrière et disent bon ben je suis. Alors que si on les met en avant, si un jour il y a une batterie qui explose ou je sais pas quoi dans la bouche d'un bébé, d'une vedette de télé, ils vont être punis. Donc il faut que la société civile s'exprime, fasse suer les politiques, se mette en avant, et les politiques ne peuvent structurellement que suivre, et les médecins sont entre les deux. Et les médecins qui pratiquent face à un patient sont infiniment plus cool que ceux qui donnent des recommandations à la télé, parce que devant un patient, même Yvan Berlin, tout ça, est tout à fait cool devant un patient, alors que quand il est devant une salle et les exigences scientifiques, on raisonne de façon différente. C'est normal, c'est comme ça qu'on gère l'incertitude en médecine. On est habitué à gérer l'incertitude et à avoir 100% d'échecs à la fin, parce que tous les malades dans les 100 ans meurent.